En manchette ce soir, Québec solidaire et l'austérité, nouveau coordonnateur à la table de développement social de la vallée de la Lièvre et le complexe jeunesse verra le jour à Masson-Angers. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du jeudi 19 février. On débute le bulletin de ce soir en politique. M. Amir Kadir, figure bien connue du Parti Québec solidaire et député du comté de Mercier, était censé venir rencontrer les gens au centre actuel ainsi qu'à la table de développement social de la Basse-Lièvre. Mais dû à des conditions météorologiques, M. Kadir n'a pu être présent dans le secteur et s'est rendu directement dans les locaux de l'Université du Québec en Outaouais. M. Kadir est en Outaouais justement afin de parler des mesures d'austérité. Marc Sarrazin était candidat pour Québec solidaire lors des dernières élections provinciales et nous explique la position du parti face aux mesures mises en place par le gouvernement. Amir voulait et va être dans l'Outaouais aujourd'hui. Amir, ce qu'il voulait, en fait, c'est de parler de tout l'impact des politiques d'austérité du gouvernement Couillard. L'impact, entre autres, sur les familles et sur les femmes. C'est pas un hasard qu'on avait invité Amir ici au centre actuel, centre qui intervient avec les femmes et pour les femmes. Et les politiques d'austérité du gouvernement Couillard touchent directement les familles les plus démunies, même la classe moyenne et particulièrement les femmes. Comment on règle tout? D'abord, le financement des organismes communautaires. Tout le monde s'entend que c'est de l'argent bien placé. Les organismes communautaires, comme on dit, ça se revise sur un 10 sous. Ça coûte pas cher en termes de qualité de service et de coût. Donc, il faut investir. C'est des organismes qui vont dans la prévention. Si on veut éviter que les familles, les jeunes, les personnes se retrouvent dans des ressources plus lourdes, donc plus dispendieuses, il faut travailler avec les organismes communautaires qui, eux, font de la promotion et de la prévention. Et ça, Québec solidaire a toujours dit qu'il fallait financer davantage les organismes du milieu. Ce n'était pas un secret pour personne. Le conseiller municipal du secteur de Buckingham, Martin Lajeunesse, n'appuierait pas la citation patrimoniale. Eh bien, ce n'est pas seulement un appui, mais le dossier est complètement retiré. Les délais afin d'obtenir une citation étant dépassés et la grogne palpable des citoyens ont fait en sorte que le dossier a été classé jusqu'à un certain point. Il n'est pas exclu que le quadrilatère obtienne une citation patrimoniale, mais avant que le tout se réalise, les citoyens seront rencontrés et des modifications seront apportées. Alors, avec les dates d'échéance, ça va faire que la citation va tomber à l'eau. Maintenant, on ne s'en va pas demain matin à refaire une demande. On va faire nos devoirs, on va rencontrer des citoyens. Je voudrais former un comité de citoyens du quadrilatère, voir les enjeux, ce qui serait favorable, là, gagnant-gagnant. Aujourd'hui, écoutez, on a besoin de s'asseoir avec nos services. Est-ce qu'on peut prioriser les demandes de rénovation, s'assurer que le délai est court? Ça va être de répondre aux citoyens. Est-ce qu'on devrait diminuer le quadrilatère? Est-ce que bonifier les subventions? Ils se rencontrent environ une fois tous les 3 mois. Je parle ici des organismes formant la table de développement social de la Basse-Lièvre. Des sujets tels que le transport, les saines habitudes de vie ou encore les aînés sont au cœur des discussions. Mais depuis quelques temps, la table devait composer 100 coordonnateurs. Malgré quelques rencontres, le poste est toujours vacant et se devait d'avoir quelqu'un pour le remplir. C'est ainsi que M. Sylvain Charon, qui était sur le conseil d'administration de la table, a décidé de prendre le poste par intérim afin que les dossiers continuent de cheminer. Voici ses explications. Puis, comme on avait de la misère là, à avoir tous les sous nécessaires pour l'embauche officielle d'un coordonnateur, là, avec plus ou moins d'heures, parce qu'on ne sait pas encore tout le financement, je les ai offert là, de faire jusqu'au printemps là, des actions pour permettre à la table de continuer ces dossiers. Donc, je vais faire ça d'ici le printemps, là, d'essayer d'aider la table à avancer là, dans la prochaine étape, qui est l'étape des communications. Puis, c'est là qu'on est rendu. Bonne nouvelle pour les adolescents de l'ouest du secteur de Masson-Angers. Gatineau a appuyé le projet de complexe jeunesse mardi dernier lors du conseil municipal par un protocole d'entente. Gatineau injecte dans le projet un montant total de 290 000 $. Plus spécifiquement, c'est un montant de 140 000 $ des surplus de l'ancienne ville de Masson-Angers qui seront greffés au projet. Toujours selon le protocole d'entente, l'organisme vendra à la ville de Gatineau le bâtiment qui sera situé au 1111 rue de Neuville pour un montant de 1 $ lorsque la construction sera achevée. La ville, quant à elle, assurera l'entretien du bâtiment. Je vous laisse découvrir les explications du conseiller du secteur, M. Marc Carrière, sur ce qu'est spécifiquement un protocole
et ainsi que son enthousiasme face au projet. Dans le fond, c'est un protocole qu'on vient d'adopter. Maintenant, il reste encore du travail à faire, mais c'est un avancement important pour le projet qui sera situé au 11 rue de Neuville, c'est-à-dire entre le CPE 3 Petits Points et l'école aux 80 sur la rue de Neuville. Dans le fond, c'est que ça va permettre de commencer à préparer les plans et devis justement pour lancer les appels d'offres. Puis en même temps, c'est le prêt d'usage là, que la Ville aura à faire. Dans le fond, c'est une entente qu'il y a entre Mado-Jeunes et la Ville de Gatineau. Sylvain Charon, directeur général de Mado-Jeunes, il était très content que le dossier, qui est en branle depuis 2010 environ, aille de l'avant. Aucun échéancier n'est annoncé, mais au dire de tous, le plus tôt sera le mieux. Les appels d'offres seront lancés bientôt, justement. Le complexe jeunesse ne comptera pas seulement qu'une maison de jeunes, mais également un gymnase. Je laisse entendre des commentaires très enthousiasmés de la part du directeur général. Bien, ça fait 3 à 4 ans qu'on travaille de façon très active le nouveau point de service qu'on veut implanter dans le secteur de Angers. C'est là qu'il y a la plus grande concentration de jeunes entre 9 et 17 ans. Nous, on a tout de suite dit que ce qu'on voulait faire, c'est de financer une structure dans laquelle il va y avoir un complexe jeunesse où il va y avoir un espace maison de jeunes, mais aussi un gym où les ados vont pouvoir venir s'entraîner gratuitement. Donc, c'est tout un projet qu'on a travaillé de longue haleine avec les fonctionnaires de la Ville. Et à la fin, on s'est entendu, parce qu'on est assez dur, là, mais on s'est entendu sur une façon de faire qui fait en sorte que le financement est complété. Le Centre Alpha Papineau célèbre ses 30 ans dans la communauté cette année. Les portes ouvertes se sont tenues le 17 février dernier, mais peu de gens se sont présentés lors de ces journées. La directrice, Mme Julie Titley, se dit quand même très satisfaite. Il faut savoir que ce sont les apprenants eux-mêmes qui ont monté les kiosques, accueilli les gens et répondu aux questions sur le centre. Le CAP célèbre cette année ses 30 ans en grand avec l'arrivée du Resto Cap, géré par les apprenants, le nouveau journal du centre ainsi qu'un tout nouveau logo. L'ancien logo est en place depuis les 30 dernières années. Représentant un arbre, la directrice du centre nous donne plus de détails sur sa signification. Bien, ça représente beaucoup les apprenants qui viennent ici parce que, dans le fond, quand ils viennent suivre nos ateliers, les apprenants adultes, ils vont évoluer, ils vont reprendre confiance en eux, augmenter leur estime de soi, puis ils vont aller vers autre chose. C'est pas toujours facile pour quelqu'un d'aller cogner aux portes afin de chercher de l'aide pour soit apprendre ou encore améliorer leur lecture, leur écriture, ou encore afin d'être en mesure de compter convenablement. Mais lorsque les gens cognent à la porte du Centre Alpha Papineau, ils sont encadrés non seulement pour leur apprentissage, mais sur beaucoup d'autres plateaux. Des liens se tissent et même après leur départ, de nombreux apprenants reviennent au centre soit pour faire du bénévolat et continuent à recevoir des trucs ou encore en distribuer aux nouveaux qui se sont inscrits. Tania Baudouin et Patrick Martin-Gauthier sont 2 anciens apprenants. Ben, c'était pour vraiment finir qu'est-ce que j'ai comme pas avancé dans comme primaire puis secondaire. Puis avoir fini ici, ça m'a vraiment avancé, comme voir mes cheminements de progression que j'ai eu à qu'est-ce que j'ai manqué primaire puis secondaire. Je suis une ancienne apprenante il y a 2 ans. En ce moment, je fais du bénévole. J'aide aux personnes qui ont de la difficulté à écrire, à lire, des affaires de même. Ça m'a aidé à faire tout plein d'affaires. Ça m'aide. J'étais vraiment une petite fille vraiment gênée au début. Puis ça m'a appris à déjeuner. Là, ils m'ont appris à me relever. Là, quand tu tombes, là, tu te relèves puis tu fais d'autres affaires. On demeure dans l'univers du Centre Alpha Papineau pour l'entrevue studio, alors qu'on vous rediffuse l'entrevue avec la directrice générale du centre, Mme Julie Titley, afin d'en apprendre plus sur le centre et sa mission. Mme Julie Titley, qui est directrice générale au Centre Alpha Papineau. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le centre, qu'est-ce que le Centre Alpha Papineau? Le Centre Alpha Papineau, c'est un organisme communautaire qui offre des ateliers gratuits de français, de mathématiques, et puis on a aussi d'autres activités pour les gens qui ont la difficulté à lire et à écrire dans la communauté. C'est quand même assez varié, les buts et les objectifs, justement, du centre. Est-ce que c'est que les gens obtiennent... Quand les gens sortent de chez vous, qu'ils soient capables de faire leur épicerie, vraiment, les buts et les objectifs du centre sont lesquels?
Dans le fond, nous, on veut répondre aux besoins de l'adulte. Les adultes qui viennent chez nous, ils ont plusieurs défis. Quelques-uns d'entre eux, c'est pour apprendre à lire les noms de rue, à justement faire leur liste d'épicerie, à aider leurs enfants à faire leurs devoirs. C'est très, très large. Il y en a qui viennent justement pour finir leur primaire, pour qu'ils puissent aller chercher leur secondaire, pour se trouver un meilleur emploi. Il y a vraiment, vraiment plusieurs raisons dont les gens viennent s'inscrire. Moi, je veux qu'on démystifie quelque chose. Vous faites de l'alphabétisation populaire. Qu'est-ce que c'est? L'alphabétisation populaire, c'est vraiment comme un service qu'on offre, encore une fois, des ateliers gratuits pour le français, le calcul, la mathématique, apprendre à faire son budget. On fait plus que juste du français et du calcul. On va vraiment faire des ateliers pour que les gens puissent briser leur isolement, augmenter leur estime de soi. Fait que ce serait des ateliers, justement, là, initiation à l'informatique, des ateliers de cuisine, des ateliers de couture, on a de l'art. Et puis, c'est ça, dans nos nouveaux services, on a aussi des semi-spécialisés. Qui est tout nouveau. Puis on a aussi des plateaux de travail pour que nos adultes puissent acquérir une expérience de travail, dans le fond, à l'organisme. Expliquez-moi, comment ça fonctionne quand on va chez vous? Est-ce que les gens peuvent se présenter n'importe quand? Est-ce que c'est des horaires comme à l'école, un 8 à 4 ou des affaires comme ça? Comment ça fonctionne? Les gens peuvent téléphoner, ils peuvent se présenter sur place, on va les rencontrer, on va écouter leurs besoins. Nous, on est ouvert du lundi au jeudi. Les gens peuvent venir à temps partiel, le matin ou l'après-midi ou les 4 jours que nous sommes ouverts. Puis c'est vraiment selon leur rythme. On va suivre leur rythme d'apprentissage et aussi c'est en petits groupes qui aident beaucoup maintenant à mieux apprendre au niveau de l'apprentissage. Vous célébrez vos 30 ans cette année dans la communauté. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que vous avez réussi à survivre à ces 30 ans-là? Bien, d'un, c'est sûr qu'il y a un besoin. Puis de plus en plus, malheureusement, il y a des gens qui ont des troubles d'apprentissage, il y a des jeunes décrocheurs. Fait que ces gens-là, veulent pas, à un moment donné, ils ont besoin d'aller dans des organismes communautaires pour justement aller plus loin après. Et aussi, je pense que les liens qu'on a aussi dans la communauté avec les autres organismes, et surtout, bien, c'est sûr qu'on survit à des dons et puis à certaines subventions. Mais nous sommes là parce qu'il y a un besoin. Et puis, malheureusement, ce n'est pas assez connu encore qu'il y a des organismes qui existent comme nous. Mais justement, vous m'amenez sur un point. En 2015, il y a encore des gens qui ne savent pas ou peu lire ou compter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Souvent, les gens sont peut-être trop orgueilleux pour aller vous voir? Bien, avec l'expérience de les organismes communautaires, puis ce qu'on entend de nos apprenants actuels qui sont inscrits, ils nous disent souvent c'est parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils ont honte de leur situation. Ils ont eu des mauvaises expériences, ils ont eu des échecs dans leur vie. Il y en a d'autres, bien, c'est une question de transport aussi souvent, hein? C'est pas toujours évident. Fait que ces gens-là, je leur dis, bien, ils ne sont pas tout seuls. Il y en a beaucoup. Il y a 49 de Québécois qui ont des difficultés à lire dans la société. C'est un adulte sur 6. Et puis encore là, comme je disais tantôt, c'est important là, de oser venir nous rencontrer. Puis qu'une fois qu'on les rencontre, on peut leur expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls dans la société, qu'il y en a beaucoup plus qui pensent, autant des jeunes que des personnes dans trentaine, quarantaine, cinquantaine et soixantaine. J'aimerais ça finir l'entrevue. J'aimerais ça avoir un souvenir que vous avez, le plus beau souvenir, quelque chose que vous pensez là, par rapport à l'organisme et qui vous fait sourire. Moi, je dirais, c'est les réalisations. C'est tout ce que les apprenants réussissent, autant ceux qui vont chercher qui s'en vont au secondaire, autant ceux qui sont capables d'écrire une lettre à leurs enfants. C'est la réussite de chacun d'entre eux. Chacun a du potentiel. C'est juste qu'ils doivent se faire confiance, que nous sommes là pour eux, puis qu'on est prêt à les aider. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Merci.
sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Et là, on commence ça. Le hockey, on est en série éliminatoire. Effectivement, du côté des Mustangs de Gatineau, la série a débuté la semaine dernière contre les Castors de Clarence, pardon. Et les Mustangs ont remporté les 2 premiers matchs. Vendredi dernier, ça a été une rencontre quand même assez serrée. Ça s'est terminé 4-3. On a eu besoin d'aller même jusqu'en prolongation. Mercredi soir, c'est-à-dire hier soir, les Mustangs étaient à Clarence. Une belle victoire de 5-2. Il faut souligner la part de certains vétérans, là, parce qu'on sait, rendu aux séries éliminatoires, là, il y en a qu'il faut qu'ils se lèvent. Jérémy Bonneville a une fiche de 1 but et 2 passes dans ces 2 parties-là. Et hier soir, dans la victoire de 5-2, Michael Gervais a enfilé 3 buts. Et alors, ça donne... Ça se prend bien comme on dit, ça donne un bon boost, oui, effectivement. Il faut souligner aussi la performance de Justin Mallette-Trottier devant les buts. Il a très bien fait pendant les 2 parties. Prochain match, c'est demain soir, vendredi, ici même au centre sportif à compter de 20h. Écoutez, c'est 2-0 dans la série. Ça, c'est un des matchs. C'est un match clé parce que si ça vient à 3-0, c'est presque fini. Quoi qu'on se souviendra que l'an dernier, les Mustangs tiraient de l'arrière 0-3. La série est redevenue égale 4-3 et Clarence avait emporté lors du 7e match. Donc, on verra. Mais quand même, là, à 2-1, tout est permis, les espoirs. Alors, un match clé, on espère là, que la population va venir en grand nombre. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, absolument pas. On reste en série, les Intrépides. Oui, on sait que les Intrépides, avaient fait... C'était mérité le dernier poste là, qui donnait accès aux séries. Alors, la commande était grande. C'est une série de 3 de 5 et ils affrontaient l'équipe qui avait terminé en première place, soit les Commandeurs de Lévis. Ça s'est terminé. Ils ont été éliminés en 3 matchs. Le premier match a été serré. C'est un différentiel d'1 point. Les 2 autres, un peu moins. Donc, c'est une saison qui se termine du côté de l'Intrépide. Quoique, ils vont avoir une chance de se reprendre là, pour aller à la Coupe Québec. Là, les 4 premières équipes qui sont éliminées là, vont s'affronter un peu plus tard, là, au mois de début mars, disons. Excellent. Et là, toujours dans le hockey, le Festipus en fin de semaine. En fin de semaine, aux arénas de Buckingham et de Masson-Angers, vendredi, samedi et dimanche. Alors ça, pour les jeunes, là, c'est leur première participation, là, si on peut dire, là, à des tournois. Alors, il y a beaucoup d'atmosphère. Il y a des jeux de lumière absolument incroyables. Alors, si vous avez une chance, allez les encourager. Pour eux autres, là, toutes ces parties-là, c'est de la Coupe Stanley. Alors, ça se déroule, c'est ça, comme je l'ai dit, de vendredi à dimanche. Excellent. Tournoi national de Buckingham qui débute le 23 lundi. Effectivement, il revient comme à chaque année. Ça se déroule sur 2 semaines. Alors, la semaine prochaine, c'est le bloc de B avec dans la catégorie midget, le midget 2B. Alors ça fait quand même des parties intéressantes. Alors, écoutez, pendant toute la semaine, là, il y a des parties pour aller faire un saut à l'aréna. Excellent. Et là, encore Pee-Wee WB. Oui, champion du tournoi de Pointe-aux-Trembles. C'est leur 2e tournoi qu'ils ont remporté cette année, donc l'équipe va très bien. Il faut souligner là, les performances de Noah Iraka et de Joshua Lauzon qui ont récolté 6 points chacun pendant le tournoi. Lors de la finale, Pierre-Luc Clément y est allé d'une performance de 2 buts. Et on nous dit que les gardiens Alexis Baudouin et Jacob Moulin ont très bien fait. Alors, félicitations à l'équipe. Et j'aimerais aussi féliciter les novices B Rapides de la Lièvre. C'est eux qui ont remporté le concours organisé par 104.7. Envoyez une photo et vous pouvez gagner 40 billets pour aller voir un match des sénateurs. Donc, ce sont eux. Amusez-vous, les boys. Ça va être intéressant. Excellent. Et là, pour nous, qui a gagné la Gatineau Lopette? Oh boy, on pourrait dire d'entrée de jeu là, que c'est le froid. Là. Quelle fin de semaine de misère. Je pense qu'il faut saluer le courage des participants, des compétiteurs, puis les bénévoles aussi qui devaient être là. Ça n'était vraiment pas évident. C'est des conditions, c'était du jamais vu. Et ça a donné lieu quand même à une performance là, assez rare. Yann Murray a remporté le doublé, c'est-à-dire les 2 épreuves, là, de la Gatineau Lopette. Oui, les 2 épreuves reines, là, si on peut parler. Le 51 km qui a été réduit à 42 à cause du froid dimanche matin, il l'a remporté. Et la veille, le samedi, il avait aussi remporté le 51 km de style classique.
Lui, il était originaire, Ian Murray, de Canmore, en Alberta. Il faut souligner du côté des femmes la performance de Véronique Fortin de Gatineau. C'est elle qui est arrivée première dans la classique, le 42 km. Écoutez, pour le parcours, là, les équipes de premiers soins ont réellement là, suivi les skieurs à peu près tout le temps. Les bénévoles étaient là aussi. Écoutez, c'est quand même 2300 personnes qui ont participé aux diverses activités pendant la fin de semaine. Donc, chapeau à tout le monde d'avoir vaincu le froid. Excellent. Et là, les Jeux du Canada. Oui, Jeux du Canada, on avait parlé, on avait des espoirs de médailles ici du côté des athlètes de l'Outaouais. Bien, le jeune Théo Sanchez, lui, a réussi. Il est arrivé, il a remporté la médaille de bronze aux 15 km individuels. Il avait seulement un retard de 45 secondes sur le premier. Et lui, ce qu'il a dit, bien, s'il avait frappé une cible de plus, il aurait pu avoir là, la médaille d'or. On sait qu'en biathlon, c'est le ski et le tir. Et si on manque les cibles, là, on perd des points, puis on est obligé de faire des tours supplémentaires. Hein. Alors, il a manqué 2 cibles au deuxième pas de tir. C'est ce qui lui a coûté la victoire. Mais quand même, pour ce jeune de 17 ans, il en était à sa première participation aux Jeux du Canada. C'est quand même pas rien. C'est quand même bien, hein, une médaille à la première fois. Un bel avenir peut-être pour lui. C'est un Jeu du Québec. Oui, Jeux du Québec, on sait que ça va avoir lieu du 27 février au 7 mars prochain. C'est à Drummondville qui agit comme ville hôte. Écoutez, du côté de l'Outaouais, c'est une délégation de 185 athlètes de 10 à 17 ans qui vont participer dans 19 disciplines sportives. En 2013, il faut rappeler que la délégation outaouaise avait remporté 43 médailles, dont 17 d'or. Et on est fin prêt du côté de la délégation. On a même annoncé que Danica Maisonneuve, athlète en âge synchronisé, c'est elle qui va agir en tant que porte-drapeau. Alors, on souhaite bonne chance, puis on va vous tenir au courant des performances là, de ces jeunes athlètes aux Jeux du Québec. Excellent. Une athlète de la Petite Nation se distingue à Toronto. Oui, c'est la jeune cadette du club d'athlétisme, Ève Saint-Denis, qui a réalisé sa meilleure performance à vie au saut en hauteur. Donc, ça lui a permis, en plus, de gagner la médaille d'or grâce à un saut de 1,68 m. Alors, 1,68 m, c'est plus grand que moi. Ou c'est à peu près moi. C'est quand même bien, ça, comme saut. Alors, c'est peut-être un nom à retenir là, du côté de l'athlétisme. On sait que le club de la Petite Nation, extrêmement dynamique, il forme de bons athlètes. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances. Jean-François Lavergne. Oui, on sait que Jean-François Lavergne, c'est un entraîneur qui est originaire de Ripon. Il a présentement 32 ans. Il est très bien vu du côté de Hockey Québec parce qu'il fait partie du programme Excellence maintenant depuis 5 ans. Il a été cette année adjoint à l'équipe Québec chez les U13 et U14. Là. Ils ont participé justement au tournoi du Midget Espoir. Alors, ça va très bien. Son équipe cette année, il a été aidé par nul autre que l'entraîneur Benoît Groux. Alors, lui, il vise à faire une carrière, à gagner sa vie s'il n'est pas dans la Ligue nationale, du moins du côté du hockey. On sait qu'il y a quand même des ouvertures du côté de Hockey Québec, soit comme directeur technique ou entraîneur-chef. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances. Et ça m'amène à parler en fin de semaine, justement, du côté de Branchot-Brière. C'est le tournoi Royal Brassard dans le Bantam. Et Bantam 3A, 2A, le 2B, le 2C est représenté. Il y a des équipes de Philadelphie et de Colorado qui vont être présentes. Attention, Philadelphie, tout le monde va dire c'est les fils de Daniel Brière. Non, ce ne sont pas les fils. Ils sont maintenant trop vieux pour jouer dans la catégorie. Mais c'est Daniel quand même là, qui a fait les démarches pour amener une équipe de Philadelphie. Et Colorado, le fils d'André Tourigny, qui est adjoint là, du côté de... Patrick Roy? Oui, avec Patrick Roy. Son fils va être là. Donc, écoutez, en fin de semaine, là, c'est de l'action relevée là, du côté de Branchot-Brière. Et là, on change complètement de sport. On s'en va en tennis. Oui, puis il y a une chance que ça ne joue pas dehors, qu'on aurait de la misère. Écoute, c'est le tournoi Futur, organisé à la Sporttech de Gatineau, qui est de retour. Ça va se dérouler cette année du 28 février au 8 mars. On sait que c'est quand même les meilleurs espoirs qui participent à ce tournoi-là. On avait annoncé que Philippe Péliot devait participer. Il ne sera pas là finalement. Il va être dans une compétition là, du côté
de la Coupe Davis, mais il va quand même avoir là, des jeunes qui vont pouvoir là, démontrer leur savoir-faire, notamment le cas de Nicès Mouamba et de Félix Auger-Aliassime, 2 garçons de 14 ans. Même s'ils ont quitté Gatineau, les deux figurent dans les 15 meilleurs joueurs au pays chez les moins de 18 ans. Il va y avoir aussi David Galerno, le meilleur joueur de tennis au Québec chez les 18 ans et plus. Et il va y avoir des Ontariens aussi, Jack Minji et Victor Krostev, qui sont classés 5e et 14e au Canada. Alors, écoutez, du côté là, de la Sportec du 28 février au 8 mars, allez voir du tennis. Là. Puis moi, je vous dis, là, rendu au 8 mars, d'après moi, on devrait avoir peut-être un moins 8, moins 5. Non. Moi, je pense qu'on va être rendu là, aux alentours de 0. Fait que, ça va être plus facile de se oui, ça va être plus facile. Bel honneur pour Caroline Canuel, pardon. Oui, la cycliste a remporté le prix de personnalité sportive, le droit Radio-Canada. On sait que c'est cette semaine là, que ça avait lieu, ce gala-là. Écoutez, elle a obtenu le prix cette année malgré de nombreuses blessures. Elle s'est cassée des vertèbres, elle a une fracture du pelvis. En tout cas, ça a été épouvantable, mais elle a très bien fait. Elle a gagné des courses. Alors, on la félicite pour ça. Et si vous ne le saviez pas, je vous annonce qu'elle a quitté l'équipe Specialized Lululemon. Ça, c'est tout un nom pour une équipe de cyclistes. Elle est maintenant avec le Velocio SRAM. Ça ressemble plus à vélo, là. Alors, ouais, je pense qu'elle va continuer à avoir... L'autre, ça sonne limonade un peu. Oui, Lululemon, oui, effectivement. Là, en tout cas, je ne sais pas d'où ça vient, ces noms-là, mais... en tout cas, c'est l'athlète, la personnalité sportive de droit Radio-Canada. Félicitations. Excellent. Et là, même si la neige est dehors, on pense déjà aux camps de jour pour cet été. Oui, en fin de semaine, aux Galeries d'Aylmer, écoutez, c'est les camps de jour. Tous les camps de jour de l'Outaouais, l'UQO, les cégeps, la ville de Gatineau, ils vont avoir des kiosques qui vont être représentés là. Écoutez, c'est dans 4 mois, le 21 juin, donc ça s'en vient vite. Vous allez pouvoir là, même inscrire le jeune directement là. Donc, c'est une façon d'aller chercher. Premièrement, vous avez tous les camps qui vont être là, donc vous pouvez voir ce qui est offert, ce qui est disponible. Et à ce moment-là, vous pourrez prendre une décision soit sur place ou pouvoir y penser. Et à ce moment-là, inscrire les jeunes plus tard pendant l'année pour les camps de jour. Le tout est en fin de semaine, c'est ça? Pardon? Le tout se déroule en fin de semaine. Oui, samedi et dimanche aux Galeries d'Aylmer. Excellent. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter les émissions qui sont archivées sur notre page Internet au www.tvc.qc.ca ou encore via la page Facebook de la TVC. Les nouvelles émissions, soyez futés. On a justement été enregistré 4 nouvelles émissions qui vont être diffusées au courant des prochaines semaines. Donc, ne les manquez pas, tout comme Parole à l'élu et Infomag. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois en ce jeudi 19 février. Et on se reparle la semaine prochaine. Bonne soirée sur nos ondes.